1984 s'ouvre sur une Europe qui change, où les nations cherchent à affirmer leur place dans le continent en mutation. Le football, à cette époque, n'est pas seulement un spectacle, mais une manière pour les peuples de s'affirmer, de montrer une identité, une force, une ambition. Cette année-là, la France accueille le championnat d'Europe, une compétition resserrée disputée par une poignée de nations qui compte parmi les plus talentueuses du moment. Tout se prépare pour que ce tournoi devienne l'un des plus marquants de la décennie, peut-être même de l'histoire du football moderne. Dans les rues françaises, une atmosphère d'attente se construit. Ce n'est pas seulement une organisation sportive, c'est un rendez-vous avec l'histoire. 2 ans plus tôt, l'équipe de France a vécu une douleur immense en Coupe du Monde. Éliminée après un match devenu un traumatisme national, beaucoup ont ressenti cette défaite comme une injustice, une blessure encore ouverte. Le public espère une revanche sur le destin, un soulagement, un titre qui effacerait cette amertume. Pourtant, le pays n'est pas seul à nourrir de grandes ambitions. D'autres nations arrivent en France avec la conviction qu'elles peuvent surprendre, renverser les hiérarchies et s'emparer du trophée. Parmi elles, le Danemark débarque dans ce championnat avec une fraîcheur nouvelle. Ce pays, longtemps considéré comme simple figurant sur la scène internationale, arrive avec une génération audacieuse, libérée des complexes. Les joueurs danois ne cherchent pas à imiter les grandes nations, mais à imposer leur propre manière de jouer basée sur la vitesse, l'enthousiasme et une envie presque instinctive d'attaquer. Leur football est direct, franc, sans calcul, et très vite, les spectateurs européens découvrent une équipe qui ne craint rien ni personne. Le Danemark n'est peut-être pas encore une grande puissance sportive, mais il arrive avec des idées neuves et une détermination qu'on peut ignorer. Face à cette équipe pleine d'élan, la France fait son entrée en scène le soir de l'ouverture. Le Parc des Princes s'illumine, rempli de drapeaux, de chants et de supporters prêts à écrire une nouvelle page de leur histoire footballistique. Sur le terrain, la France se présente avec une décennie de progression derrière elle, une identité de jeu qui repose sur la maîtrise technique, la circulation du ballon et la beauté du mouvement. Cette équipe façonnée par Michel Hidalgo respire la maturité. Le milieu de terrain, considéré comme l'un des plus brillants du football mondial, dicte le tempo, absorbe la pression et impose sa loi. Pourtant, la victoire n'a rien d'évident. Le Danemark lui oppose un défi intense, une énergie brute qui oblige les Français à élever leurs exigences dès le premier match. Ce duel d'ouverture, tendu et haletant, devient un premier avertissement pour tout le monde. Dans 7 euros, rien ne sera donné. Au fil des jours, le tournoi se construit match après match et de nouvelles forces se révèlent. La Belgique, équipe aguerrie, dispose d'une solidité et d'une expérience qui font d'elle une menace permanente. La Yougoslavie, autre acteur majeur de cette époque, dégage un talent individuel exceptionnel, parfois imprévisible, mais capable de transfigurer une rencontre en quelques minutes. Chaque nation apporte sa nuance, son style, sa manière d'interpréter le football. Pourtant, au-dessus de toutes ces sélections, 2 autres nations avancent dans l'ombre et s'apprêtent à laisser une trace profonde dans ce championnat, le Portugal et l'Espagne. Le Portugal arrive en France sans la lumière médiatique que connaissent les grandes équipes du continent, mais avec une cohésion grandissante. Cette sélection joue avec courage, discipline et une forme d'humilité qui l'oblige à travailler chaque action, chaque duel, chaque phase de jeu avec précision. Elle ne cherche pas forcément à séduire, mais à exister, à durer, à progresser tout au long du tournoi. Et au fil des rencontres, elle se forge une identité solide, une certitude nouvelle, la sensation qu'elle peut regarder les grandes nations sans baisser les yeux. De son côté, l'Espagne adopte une progression presque silencieuse. Elle ne possède pas les éclairs offensifs des équipes les plus spectaculaires, mais son efficacité repose sur une rigueur collective impressionnante, une capacité à étouffer l'adversaire, à le pousser à l'erreur, à transformer la moindre faille en occasion. Match après match, l'Espagne ne cherche pas à écraser, mais à durer plus longtemps que tout le monde. Elle construit une route patiente vers les sommets, sans emballement, sans drame, mais avec une force calme qui force le respect. Ce travail finit par payer lorsque les Espagnols se retrouvent parmi les derniers survivants du tournoi, prêts à disputer l'une des plus grandes batailles de leur histoire moderne. Pendant que ces nations tracent leur route au milieu d'un tournoi de plus en plus exigeant, la France poursuit son aventure. Les matchs gagnés ne sont pas seulement des victoires sportives, ils deviennent des chapitres d'une reconstruction émotionnelle. Le public français ressent quelque chose qu'il n'a peut-être jamais vécu auparavant, la sensation qu'un titre majeur n'est plus un rêve lointain, mais une réalité possible. Et à chaque rencontre, les joueurs se rapprochent de cette vérité. Le football français, longtemps considéré comme élégant mais fragile, commence à exister dans une dimension nouvelle, celle des équipes qui ne cherchent plus seulement à briller, mais à triompher. Le Portugal se retrouve bientôt face à la France dans un match qui deviendra l'un des plus grands de 7 euros. Pour les Portugais, ce moment est un point culminant. Ils n'ont pas l'histoire, les titres, ni l'expérience pour porter ce poids, mais ils possèdent une conviction rare, la certitude que rien ne les oblige à s'incliner devant les favoris. En face, les Français savent qu'ils jouent plus qu'une demi-finale. Ils affrontent une nation qui se bat avec la force de ceux qui n'ont rien à perdre. Ce match intense, dramatique, oscillant d'un camp à l'autre, symbolise tout ce que représente cet Euro 84. Une compétition où le
spectacle ne vient pas seulement des grandes stars, mais des chocs de caractère, des oppositions d'identité, des moments où une nation pose enfin son drapeau sur le sol du football européen. Dans cette demi-finale, entre la France et le Portugal, le temps ne se déroule plus comme dans un match ordinaire. Chaque minute semble peser plus lourd, chaque accélération porte une charge dramatique supplémentaire. Le public français, dans le stade et devant les écrans, comprend très vite que cette rencontre ne sera pas une simple formalité. Le Portugal, porté par son courage, son abnégation et une organisation admirable, ne se laisse jamais déborder mentalement. La France domine par intermittence, mais ne parvient pas à respirer. Le match devient un test psychologique, une épreuve où la technique ne suffit plus si la volonté ne suit pas. Lors de la prolongation, alors que le Portugal prend l'avantage, un silence irréel s'abat sur le stade. Ce moment suspendu réveille les fantômes du passé, ceux d'un pays qui a souvent été magnifique sans être champion. Beaucoup se disent que le destin est en train de se détourner une fois de plus, que l'histoire va se refermer sans le dénouement attendu. Pourtant, quelque chose a changé dans cette équipe de France. Là où l'on aurait autrefois assisté à une résignation progressive, on voit au contraire une montée d'énergie, un refus absolu d'accepter l'idée de l'échec. La pression ne détruit pas les joueurs, elle les transcende. L'égalisation française surgit d'une action, les chants reprennent, les visages se raniment et on sent cette conviction nouvelle qui se diffuse, que personne ne voyait venir, rallume instantanément le feu dans les tribunes, comme une onde. La France n'est plus la plus belle équipe malheureuse d'autrefois, elle devient une équipe conquérante, celle qui veut imposer son destin avec autorité. Le but victorieux qui suit, fruit d'une inspiration collective et d'un sang-froid exceptionnel dans les dernières secondes, n'est pas simplement un but gagnant, c'est un message envoyé au monde entier. La France a changé de dimension. Pendant ce temps-là, l'Espagne se prépare à vivre sa propre finale. Son parcours n'a pas été marqué par des éclats spectaculaires, mais par une constance inébranlable. Les Espagnols ont avancé comme une rivière qui creuse son lit sans jamais se détourner. Leur force réside dans la répétition des efforts, dans la confiance totale accordée à leur système, dans cette conviction que leur cohésion l'emportera toujours sur la fantaisie adverse. Leur demi-finale, remportée contre le Danemark, a montré à quel point cette équipe sait traverser les tempêtes sans paniquer. Lorsque le match s'est tendu, lorsque le public retenait son souffle, l'Espagne n'a jamais tremblé. Elle a attendu le moment juste, celui où la lucidité parle plus que le courage, et elle a réussi à se hisser en finale. La sélection danoise, quant à elle, quitte la compétition au terme d'un parcours qui aura fait basculer l'image du football nordique. Jusqu'alors, beaucoup imaginaient ces nations comme des équipes robustes, défensives, disciplinées, mais limitées techniquement. La campagne du Danemark en 1984 vient détruire cette idée dans l'esprit des millions de téléspectateurs. Les Danois ont joué avec une liberté rare, une ambition offensive assumée, une envie d'imposer leur style plutôt que de s'adapter à celui des autres. Leur échec en demi-finale n'a rien d'un échec moral. Au contraire, ils ont gagné quelque chose de précieux. La reconnaissance, l'estime et la certitude que les années à venir peuvent les installer durablement dans les grandes nations de ce sport. Ce tournoi commence alors à prendre une autre dimension. On comprend qu'il ne s'agira pas seulement d'un titre attribué à une équipe, mais de l'un de ces moments où un continent change son regard sur plusieurs nations à la fois. Le Portugal réalise qu'il peut exister au plus haut niveau, l'Espagne confirme qu'elle possède une structure capable de faire face à n'importe quel style de football, le Danemark révèle une manière de jouer aussi enthousiasmante qu'efficace, et la France a désormais la responsabilité de conclure son parcours, de finaliser son propre récit. Le jour de la finale arrive, le Parc des Princes se remplit comme un amphithéâtre antique avant le combat, les drapeaux claquent, les photographes quadrillent la pelouse, les caméras tournent sans relâche. À ce moment précis, le stade ne respire plus comme un lieu ordinaire, il devient une boîte de résonance émotionnelle, un endroit où tout ce qui se passera aura une valeur historique. Sur la pelouse, les joueurs espagnols avancent avec la sérénité d'une équipe habituée aux grands rendez-vous. Ils ne sont pas venus pour jouer le rôle de figurants dans une histoire destinée aux Français. Leur force, depuis le début du tournoi, a été de réduire le récit à l'essentiel. Gagner, peu importe la manière. Les Français, eux, savent qu'ils se trouvent au bord d'un accomplissement majeur. Ils sont conscients de ce que représente un titre continental. Chez eux, devant leur public, face à une équipe qui n'accordera rien gratuitement, chaque regard, chaque poignée de main, chaque respiration est chargée d'électricité. À cet instant précis, le football redevient ce qu'il est dans son essence la plus profonde, une confrontation d'hommes, de vision, d'âme et de volonté. La finale démarre avec une tension presque palpable, comme si l'air lui-même pesait davantage sur la pelouse. Le Parc des Princes s'est transformé en caisse de résonance où chaque contact de balle provoque un frisson collectif. L'Espagne commence le match avec ce mélange de prudence et d'expérience qui l'a porté jusqu'ici. Elle ne cherche pas à emballer la rencontre, elle ne veut pas livrer un rythme qu'elle ne contrôlerait pas. Au contraire, elle tente d'endormir l'adversaire, de casser l'élan français, de priver les milieux de terrain de leur liberté créatrice. Le ballon circule, mais rarement en profondeur. L'Espagne avance comme un joueur d'échecs positionne ses pièces, attendant le moment où la faille apparaîtra. La France, en phase, refuse de se laisser enfermer psychologiquement. Elle apporte patience, précision
vision et une forme de sérénité nouvelle, encore méconnue des grandes équipes françaises jusqu'alors. Ce n'est pas une équipe nerveuse, fébrile ou oppressée, c'est une équipe qui a tellement grandi au cours de ces dernières années qu'elle sait désormais que le combat sera long, exigeant et que rien ne se gagnera avant d'avoir été réellement conquis. Le milieu tricolore tente d'imposer son tempo, de faire courir l'adversaire, de créer des décalages où la lumière peut surgir. Les minutes s'enchaînent sans qu'aucune équipe ne parvienne à prendre réellement l'ascendant. L'Espagne ne concède presque rien, ferme les couloirs, coupe les transitions et lorsque la France approche des 30 derniers mètres, elle se heurte à une muraille compacte, patiente et méthodique. Le public sent que cette finale ne se gagnera pas sur un flot d'occasions, mais sur un éclair, un détail, un geste que personne ne pourra prévoir. L'équilibre du match repose sur une ligne invisible, si fine qu'on la devine mais qu'on ne peut la toucher du doigt. Puis vient cette action, ce coup franc qui semble au départ n'être qu'une possibilité parmi d'autres. La pelouse est silencieuse, durant un court instant, comme si tout le stade avait retenu sa respiration. La frappe part, cadrée, précise, et le destin intervient par la main tremblante du gardien espagnol. Le ballon glisse, franchit la ligne, et le stade entier explose dans un rugissement qui semble jaillir non seulement du Parc des Princes, mais de tous les esprits français depuis 2 ans. Ce but ne récompense pas seulement un match, il referme une vieille cicatrice et redonne à tout un pays le droit de croire que les grandes histoires peuvent enfin leur appartenir. Mais l'Espagne ne s'effondre pas. Au contraire, elle reprend le jeu avec la même rigueur que depuis le début du tournoi. Elle ne cherche pas à se précipiter, elle sait qu'il reste du temps, que les finales se jouent souvent dans les dernières lignes du scénario. Les Espagnols s'installent dans un effort méthodique, organisent leur pressing, lancent leurs latéraux, tentent d'arracher des espaces dans un bloc français désormais soulagé, mais parfaitement conscient que rien n'est acquis. La France doit défendre, reconstruire et accepter que la joie du but ne vienne pas avec la garantie du triomphe. Le match devient une lutte de concentration et de circulation, comme si les minutes s'étiraient pour rappeler aux joueurs la valeur de chaque instant. Et dans ces minutes où tout semble possible, le Portugal, absent de finale, mais spectateur de cette dernière bataille, reste dans l'esprit de nombreux observateurs. Beaucoup se disent qu'une autre histoire aurait pu s'écrire s'ils avaient franchi l'obstacle français. Son parcours, sa résistance, sa capacité à troubler l'équipe la plus brillante du tournoi ont frappé les esprits. Le Portugal n'a pas quitté la compétition comme une équipe battue, mais comme une nation désormais consciente de ses possibilités. Cette demi-finale perdue dans la douleur devient une fondation. Les Portugais comprennent qu'ils peuvent rêver plus grand, qu'ils peuvent exister dans les grands rendez-vous. Ils ne remportent pas de trophée, mais ils gagnent l'essentiel, la conviction de pouvoir devenir un jour une puissance du football européen. Sur la pelouse de Paris, l'Espagne continue d'avancer, d'attaquer, de frapper à la porte, cherchant cet instant où la France lâcherait une fraction de seconde d'attention. Chaque ballon renvoyé devient une respiration, chaque duel gagné est une victoire à l'intérieur du match. C'est dans ces minutes que se révèle l'évolution profonde du football français. On ne voit plus une équipe brillante mais fragile, mais une sélection devenue adulte, disciplinée, capable de souffrir pour défendre un avantage et d'assumer le poids du résultat. Le public, parfois nerveux, continue d'encourager, de pousser, de faire sentir à chaque joueur qu'il ne porte pas seulement un maillot, mais le rêve d'une nation entière. Et puis, au moment où l'Espagne pousse encore, la France parvient à frapper une dernière fois. Le but qui vient ne ressemble pas à un coup de génie technique, mais à la matérialisation de toute une aventure collective. Le stade comprend dès cet instant que quelque chose vient de basculer. Ce deuxième but ne clôt pas seulement le match, il clôt une époque. Il enterre les doutes, les regrets, les scénarios brisés et marque l'entrée définitive de la France dans le cercle des grandes nations du football. Lorsque l'arbitre siffle la fin de la rencontre, les joueurs s'effondrent dans une explosion de soulagement, de joie et de vertige. Le trophée Henri Delaunay devient le symbole d'une renaissance. Pour certains, c'est la réparation d'une injustice. Pour d'autres, c'est l'accomplissement d'une génération exceptionnelle, mais pour l'Europe du football, c'est un tournant. Car cette compétition n'a pas seulement sacré une équipe, elle en a révélé plusieurs et elle a modifié l'équilibre du continent. L'Espagne quitte cette finale non pas avec l'amertume d'une défaite sèche, mais avec la certitude d'avoir su affronter la meilleure équipe du tournoi jusqu'au bout. Elle repart avec le sentiment de progression, d'évolution, de construction. Ce parcours ouvre un chapitre qui, dans les années à venir, donnera naissance à l'une des écoles de football les plus influentes du continent. Le Danemark, lui, rentre chez lui avec une identité nouvelle. Ce tournoi lui a donné une signature, une image, une couleur. Il a montré au monde qu'un pays sans palmarès peut captiver les foules simplement en jouant avec sincérité, ambition et audace. Les supporters savent qu'ils ont assisté à la naissance d'une génération qui un jour pourrait revenir encore plus forte. Et le Portugal, malgré la douleur de l'élimination, franchit un seuil mental essentiel. L'équipe découvre qu'elle peut jouer les yeux dans les yeux avec une nation candidate au titre. Elle comprend qu'elle peut exister, durer, se battre, rêver. Tout ce qui lui manque n'était pas le talent, mais la certitude que tout cela était réellement possible. La France, au centre de tout cela, achève son voyage en gravant son nom sur le sommet de l'Europe. Ce titre devient plus qu'une victoire, il marque la fin d'une période d'apprentissage et le début d'une ère nouvelle où l'on
sait désormais, en France, que le football n'est plus seulement une promesse esthétique, mais une réalité compétitive, une force capable de se mesurer à toutes les autres. La nuit tombe sur Paris comme un rideau que l'on referme lentement sur la scène d'un théâtre qui vient d'accueillir l'une des plus grandes pièces. Les chants résonnent encore dans les rues, les supporters envahissent les places, les terrasses, les stations de métro, et partout, le même sentiment se diffuse. La France a changé de dimension. On ne parle plus seulement d'un succès sportif, mais d'un basculement national, presque culturel. Pendant des années, le football français avait été une histoire d'inachevé, de marches manquées, de regrets mal digérés. Cette fois, il y a une certitude dans les regards, une maturité nouvelle, comme si enfin le pays avait appris à gagner. Au cœur de la fête, pourtant, la finale continue de vivre dans les souvenirs immédiats. Les joueurs défilent sur la pelouse, drapeau sur les épaules, trophée dans les mains, sourire incrédule sur les lèvres. Certains semblent encore ne pas oser y croire. Ils ont tant vécu avant d'atteindre ce sommet. Les défaites cruelles, les critiques, les doutes, les soirs trop courts et les lendemains trop longs. Cette victoire est plus qu'un aboutissement, c'est une délivrance. Dans les vestiaires, la célébration est bruyante, vivante, décomplexée. Les chants résonnent contre les murs carrelés, comme si chaque note faisait voler en éclats les fantômes du passé. Les joueurs s'embrassent, se tombent dans les bras, se regardent avec ce mélange rare de complicité et d'estime profonde que seule la conquête peut réellement sceller. On ne gagne pas 1 euro contre l'Espagne sans être devenu quelque chose de plus que la somme de talents individuels. Ce soir-là, la France est une équipe au sens le plus pur du terme. Pendant ce temps, l'Espagne vit une soirée différente, mais pas moins riche en émotions. Dans les couloirs menant au vestiaire, certains joueurs s'effondrent sur leur banc, visage enfoui dans les serviettes, dévorés par la frustration de passer si près d'un titre historique. D'autres restent debout, dignes, épuisés mais lucides. Ils savent que leur parcours a marqué les esprits, qu'ils ont tenu tête aux favoris et qu'ils ont montré une solidité et une cohérence qui ne s'effaceront pas avec la défaite. Ce groupe donne le sentiment d'être à l'aube de quelque chose. Ils reviendront, pense-t-il. Et ils ont raison, leur football, patient, précis, méthodique, influencera bientôt une nouvelle manière d'interpréter le jeu sur le continent. Plus au nord, le Danemark suit la fin du tournoi avec une fierté qui traverse les déceptions. Son euro n'a pas été celui d'un titre, mais celui d'une révélation. Le pays a découvert qu'il existait une place pour lui dans les grandes conversations européennes. Avant cet été-là, les Danois étaient souvent perçus comme une équipe sympathique mais limitée, vouée à s'effacer dès que le niveau se relevait. En portant un football audacieux, technique, rapide et enthousiasmant, ils ont changé ce regard. Leur élimination ne marque pas une chute, mais une naissance. Et beaucoup, dans le pays, commencent déjà à rêver de ce que pourrait devenir cette génération dans les années qui suivront. Quant au Portugal, il rentre au pays en héros malgré l'absence de couronne. L'équipe a perdu en demi-finale, mais elle a gagné quelque chose de bien plus précieux, le respect du continent. Le Portugal avait traversé trop de tournois jusque-là sans jamais exister réellement dans les derniers tours. Cette fois, il a tenu tête à la France jusqu'au bout. Il a fait trembler la future championne, il a pris une place à une table où il n'était jusque-là qu'un invité silencieux. Les supporters, en revenant dans les rues de Lisbonne, Porto ou Braga, ne parlent pas de ce qu'ils ont perdu, mais de ce qu'ils ont enfin trouvé. Une équipe qui peut rivaliser, inspirer, persévérer. Une équipe qui peut-être un jour soulèvera le trophée que cette génération a effleuré. Et pendant que l'Europe se remet progressivement de cet été de football, un sentiment nouveau se propage sur le continent. Cet Euro 1984 aura été plus qu'une compétition, il aura été une transition. La France a conquis son premier grand titre, l'Espagne a posé les pierres de son futur, le Danemark a découvert sa véritable identité et le Portugal a trouvé sa voie. C'est un tournoi qui redistribue les cartes, qui redéfinit la hiérarchie, qui annonce que rien ne sera plus jamais comme avant. Dans les années qui suivront, ces nations continueront de se croiser, de s'affronter, de se pousser mutuellement vers le haut, mais en 1984, tout est encore neuf, presque fragile, comme une promesse à peine formulée, et dans les rues de Paris, alors que les fumigènes se dissipent et que les chants commencent peu à peu à s'éteindre, une vérité demeure. Ce soir-là, une étoile s'est allumée au-dessus du football français, et le continent tout entier l'a vu briller.